C'est une révolution récente, 20-25 ans seulement, mais elle a totalement changé notre façon d'écouter la musique. Avant, les grandes maisons de disques régnaient sur le marché. Aujourd'hui, c'est le streaming qui s'est imposé. Entre les deux, il y a eu Internet et l'arrivée du MP3. Bonsoir, Sofian Fanen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste de musique et cofondateur du média en ligne Les Jours. Et vous publiez Boulevard du Stream, une enquête très fouillée sur cette mutation historique. Alors, quel est l'élément déclencheur de cette révolution? C'est le MP3, Internet, les deux? Les deux vont ensemble. À un moment, on a cherché, à partir du moment où les réseaux numériques ont commencé à se déployer à la fin des années 80, on a cherché à y faire passer tout ce dont on avait besoin, de la vidéo, du son, du texte. Et pour faire circuler le son, il fallait le compresser, parce qu'à l'époque, il ne rentrait pas dans les petits tuyaux de l'époque. Donc il fallait le compresser, il fallait réduire le son. Et ça, c'est le MP3 qui a réglé ce premier problème pour le son. Et à partir de là, on compresse le son avec le MP3 et les internautes s'en saisissent plus rapidement que le monde officiel de la musique, et c'est notamment l'explosion de la musique en ligne sur Napster à la toute fin des années 90. Oui, et vous rappelez que le MP3, c'est une invention franco-allemande qui a eu quelques difficultés quand même à s'imposer. Oui, en fait, le MP3 était un peu un rejeton, un peu politique de l'affaire. En fait, le vrai vainqueur d'une compétition internationale qui a lieu au tout début des années 90 pour déterminer la norme de compression du son. Vous savez, il y a des normes VHS, Betamax pour la vidéo, etc. Et là, on avait décidé que ça serait le MPEG 2. Pour le son. Et d'ailleurs, le MPEG 2 est le son professionnel, en fait, compressé. Et le MPEG 3 a été créé un peu pour faire plaisir aux Allemands. On est juste après la chute du mur de Berlin, et il y a des laboratoires allemands qui ont terminé second, mais qui ont des bonnes idées technologiques, qui proposent des choses en plus, et on leur dit, allez-y, faites une nouvelle norme MPEG 3, et on verra ce que ça donne, mais ce ne sera pas la norme officielle, ce sera la norme un peu officieuse. On va tenter des choses dans cette norme, ce sera un petit peu un petit bonus. Et en fin de compte, comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils n'arrivaient pas à la vendre, en fait, cette norme, ils l'ont proposée sur Internet gratuitement, en disant aux internautes, essayez, voir ce que ça donne, et si ça vous plaît, utilisez-le, et on sait ce qui s'est passé après. Et vous nous rappelez dans Boulevard du Stream que le premier fichier donc, apparaît en 1996, et c'est un titre de Metallica que nous allons écouter. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tell me open, pour me out. There's things inside that scream and shout, and the pain still hates me. Donc voilà, une chanson de Metallica devenue historique finalement. Et elle circule encore sur Internet, en fait. Le tout premier fichier existe encore en ligne, on peut le trouver, on peut encore le télécharger, ce tout premier fichier MP3. Et Metallica est vraiment entré en guerre à l'époque contre Napster, qui a été un des premiers services d'échange illégal de musique entre internautes. Et il y a eu des procès entre Metallica, etc. Et Metallica est devenu un peu le symbole de l'ogre de l'industrie de la musique contre les internautes qui, eux, voulaient juste échanger de la musique. Et ils ont perdu un peu des fans dans cette affaire. Oui, mais alors piratage, partage, hein, vous l'expliquez bien dans ce livre, c'est compliqué hein, d'avoir un avis tranché sur la question. Et même les artistes, en fait, ils se retrouvent un petit peu coincés, ils ne savent plus quoi faire. On prend leur musique, en même temps, ils ne veulent pas se fâcher avec leurs fans. C'est vraiment une période compliquée pour eux. Oui, c'est une période très, très, très compliquée, parce que les artistes, forcément, ils font de la musique pour qu'on les écoute, ils font de la musique pour les fans. Donc quand il y a des fans qui veulent faire circuler la musique et qui du coup brisent entièrement la structure de l'économie de la musique, c'était quelque chose de très vertical en fait, le monde de la musique. C'était des maisons de disques qui font travailler des artistes, qui enregistrent des disques, qui les vendent à des auditeurs. Et c'était fini. Et à partir du moment où les auditeurs se saisissent de la musique et peuvent l'échanger de façon horizontale avec d'autres personnes partout dans le monde, et que la musique circule comme ça, toute la chaîne verticale est brisée. Et donc les artistes, eux, en fait, ils étaient pour certains contents de voir leur musique circuler, parce que finalement, quelle meilleure récompense pour un musicien de voir sa musique circuler. Seulement, ils n'en tiraient pas de revenus. Et à partir du moment où il n'y a plus de revenus dans la musique, on peut difficilement créer le disque suivant, parce que malgré tout... Il faut bien le produire, ce disque. Exactement, c'est quand même une économie. Mais alors ce qui est compliqué, alors vous êtes allé à la rencontre de tous les acteurs de l'époque, et on voit que les maisons de disques, elles sont un peu dépassées, elles veulent pas, en fait, elles veulent pas entendre parler du problème. On les sent vraiment dépassées par les événements. Elles étaient... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles sortent des années CD. Et les années CD, c'est la poule aux œufs d'or.
c'est une bulle dans l'histoire de la musique. On voit en fait des courbes qui font comme ça. Et ça, en fait, cette courbe, c'est le CD. Et elles ont gagné énormément d'argent dans les années 90. C'était un business assez facile dans les années 90. Et donc, quand le MP3 surgit en 99-2000, elles veulent avant tout protéger ce business facile. Alors bien sûr, à l'intérieur des maisons de disques, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a des gens qui disent non, il faut y aller. Le numérique, c'est intéressant, c'est l'avenir, c'est la façon dont la musique existera un jour. Il faut s'y intéresser. Mais les maisons de disques, elles commencent par hésiter, et puis finalement, elles se roulent en boule dans un coin, et elles protègent ce qu'elles ont, et elles vont bouger en fin de compte extrêmement tardivement même. En fait, elles ont bougé, on peut dire, à partir entre 2008 et 2015, pas avant. Alors aujourd'hui, l'avenir, c'est le streaming, enfin c'est ce qui se passe en ce moment. Vous parlez de libération de la musique, c'est vraiment ça, le streaming? Alors, j'ai hésité, dans le sous-titre du livre, à mettre un petit point d'interrogation à la musique libérée, point d'interrogation. Parce que, moi, je pense que quand on regarde par rapport au point de départ, disons le milieu des années 90, et aujourd'hui, oui, la musique s'est libérée. On peut s'échanger de la musique beaucoup plus facilement, on peut accéder à la musique beaucoup plus facilement. Moi, j'ai connu les années cassette CD, quand on me parlait d'un disque. Des fois, il me fallait 6 mois, 1 an, 2 ans pour mettre la main dessus parce que juste, je l'avais pas sous la main. Aujourd'hui, il me faut 2 minutes. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Par contre, aujourd'hui, là, en 2017 et dans les années qui vont venir, la musique est en train de se réenfermer en fait dans les mains de quelques géants qui sont Apple, Spotify, Deezer, qui vont être Amazon, Google, Facebook peut-être. Et en fait, la musique est en train d'être enlevée des mains des auditeurs qui avaient pris une vraie place dans le monde de l'échange de la culture dans les années 2000. Et là, on est en train d'en refaire à nouveau de simples consommateurs qui vont s'échanger des liens, mais qui ne s'échangent plus vraiment la musique elle-même. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour les artistes? Il faut bien qu'ils soient payés pour ce qu'ils font, leurs droits d'auteur. Si tout le monde s'échange tout gratuitement, comment fait-on? Alors, c'est une des questions des années 2000. Est-ce qu'il fallait réinventer une économie de la musique? C'était notamment la piste de la licence globale, c'est-à-dire qu'on prenait un petit prélèvement sur l'abonnement à Internet et ça permettait de rémunérer l'ensemble de la filière. C'était vraiment compliqué. En fait, il aurait fallu remettre en cause presque 100 ans de logique économique du monde de la musique. C'était vraiment très compliqué. Et en fait, c'est le streaming qui est venu proposer quelque chose qui est pour le coup, je pense, valable. C'est valable pour le fan, l'auditeur, parce que c'est très facile d'accès. On a des playlists, c'est très intéressant. Et en même temps, les artistes en tirent un revenu. Alors, tous les artistes n'en tirent pas le même revenu aujourd'hui, mais il y a un modèle qui est en train de se recréer, qui est plutôt sain et plutôt vertueux pour l'ensemble du monde de la musique. Après, quand on va regarder en détail, c'est plus compliqué que ça. Oui, et parfois il y a de belles histoires comme celle de Petit Biscuit, qui est un artiste français très jeune, 18 ans seulement, et il s'est fait connaître grâce à Spotify. Écoutez, je suis sûre que vous connaissez cette musique. Alors, nous avions parlé du phénomène dans 64 minutes, vous en parlez aussi. C'est le pouvoir de l'artiste là ou le pouvoir de Spotify, car c'est Spotify qui l'a révélé, qui l'a mis en avant. Comment vous... C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que pour Spotify, c'est le cas d'école parfait qui permet d'expliquer que le streaming c'est super bien, venez, c'est bien pour tout le monde. Mais finalement, le plus intéressant, c'est le profil de Petit Biscuit qui est en train de devenir le profil de à peu près tous les artistes actuels, c'est-à-dire un artiste très indépendant qui a sa propre maison de disques, qui a un petit entourage, un manager, un avocat, une petite équipe, et qui se passe des majors en fait. Il n'a pas besoin d'une gigantesque maison comme Florent Pagny peut avoir besoin pour diffuser ses disques, parce qu'en fait, il n'existe qu'en ligne. Donc, bon, il fait un peu de vinyle, etc. Mais il va aller diffuser sa musique en ligne, et en fait, il va récupérer une très large partie des revenus de la musique en ligne, et non pas confier tout le travail à une maison de disques, et du coup récupérer 10-20%, c'est à peu près ça le modèle d'avant. Modèle économique qui se crée. C'est-à-dire que les artistes dans le monde du CD, c'était 10-15% pour l'artiste et tout le reste pour la maison de disques parce que c'est la maison de disques qui faisait tout le travail, fabrication, promotion, etc. Aujourd'hui, c'est l'artiste qui peut faire tout le travail. Avec les réseaux sociaux, il fait sa promotion, il peut faire distribuer sa musique sur toutes les plateformes pour pas grand-chose et du coup, c'est lui qui va récupérer 90% en fait des revenus. Donc ça rend l'artiste beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque du disque physique. Alors le streaming a aussi changé notre façon d'écouter. C'est-à-dire que c'est une musique qui est en flux.
C'est-à-dire qu'on ne choisit plus, on choisit une playlist avec beaucoup d'artistes. Est-ce que ça a vraiment changé, justement? On écoute, on entend, comment ça se passe? Alors, en fin de compte, on a une vision plus claire de la façon dont on écoutait avant. C'est ça qui est marrant, c'est que le streaming officialise le fait qu'on est assez passif quand on écoute de la musique. On est toujours en train de faire autre chose. On fait la cuisine, on conduit, on lit, on fait autre chose. Et la playlist acte un petit peu ça, mais en fait, c'est l'écoute de la radio, c'est l'écoute des CD même auparavant. Mais c'est sûr que les playlists, comment dire, amplifient encore cela, c'est-à-dire qu'on a une sorte de radio personnalisée sans fin. On appuie sur un bouton. Et là, on a une radio qui va continuer avec la musique qu'on aime, parce que c'est des chansons qu'on a déjà écoutées, qu'on a déjà validées par notre écoute, c'est-à-dire en ne zappant pas ces chansons ou en les plaçant dans une playlist. On a informé l'algorithme qu'on aimait cette chanson. Et du coup, l'algorithme, à partir de ces données qu'on lui donne, il dresse un profil de nos écoutes, de nos habitudes d'écoute. La question, c'est est-ce que cet algorithme va nous emmener ailleurs? Ou est-ce qu'il va nous enfermer dans cette bulle de confort qui est la même bulle de confort que les radios FM musicales nous proposent depuis très longtemps. Est-ce qu'on veut que le streaming nous donne ça, une bulle de confort comme une radio, ou est-ce qu'on veut que le streaming nous emmène sur les chemins de l'aventure musicale, parce qu'en fin de compte, il y a 40 millions de morceaux sur les plateformes. Oui, je crois qu'on n'en écoute que 5% finalement via nos playlists. C'est une grande concurrence pour la radio, mais pour en revenir justement au streaming, le vinyle, est-ce qu'il a un avenir justement, parce que grâce au vinyle, là je choisis cet album, je vais écouter cet album de A à Z. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce retour du vinyle? Alors, ce qu'on voit, c'est que ce sont les auditeurs du CD qui vont vers le streaming. Donc le CD est en train de dépérir mollement, on va dire. Et le vinyle, lui, par contre, il reste assez stable. Il est en train de se stabiliser partout, 4-5% du marché de la musique. Et c'est plutôt un acte qui va contre l'époque. C'est-à-dire, je ralentis, je m'installe un petit peu, effectivement, je mets un disque que j'ai choisi, je peux lire les notes de pochette, etc. C'est un acte où, c'est-à-dire, je vais prendre du temps pour écouter la musique. Mais il y a aussi toute une part des acheteurs du vinyle qui, en fait, l'achètent juste pour avoir l'objet, et pour avoir un objet qui les lie à un album, à un artiste, comme on peut acheter un t-shirt, une casquette, comme on achetait auparavant un objet. Là, on va acheter le disque et puis on le pose sur une étagère, mais on n'a pas forcément de platine vinyle. Il y a énormément de gens qui achètent des disques vinyles, mais qui n'ont pas de platine pour les lire. Voilà, juste comme ça, pour l'objet. Pour l'objet, parce que c'est vrai, beau. parce qu'après, la couverture, les paroles, finalement, toute l'histoire qui peut exister au travers d'un album, ça, on le retrouve comment? Ça, on ne le retrouve pas aujourd'hui, en fait. C'est un des gros manquements des plateformes de streaming. Aujourd'hui, on a le son, éventuellement de la vidéo, un tout petit peu d'infos, mais on n'a pas du tout les notes de pochette. On ne peut pas savoir qui est le deuxième guitariste, on ne peut pas savoir où ce disque a été enregistré, on ne peut pas avoir l'histoire du disque. Tout ce qu'on avait, en fait, en ouvrant le livret d'un CD ou d'un vinyle, aujourd'hui, on l'a perdu. Et ça, c'est un travail énorme à faire pour le monde de la musique dans les 5-10 années à venir, de remettre de la valeur dans la musique et de remettre l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur un disque, de les réattacher à ce disque, parce qu'aujourd'hui on a l'artiste-interprète et c'est tout. Voilà, peut-être un nouveau marché donc à explorer. Alors vous avez une playlist, donc je crois sur Spotify, playlist qui va avec ce boulevard du stream. Exactement. D'accord, donc on la trouve comment? On la cherche sur Spotify et elle est également sur le site de mon éditeur, le Castor Astral. Très bien, merci Sofian Fanen d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et d'avoir été notre grand témoin boulevard du stream, donc aux éditions Castor Musique.